Deuxième podcast sur la vente et notamment le recrutement et management de closers, donc de commerciaux avec Romuald. Si vous ne le connaissez pas, regardez le premier podcast, il parle de vente. Il a plus de 20 ans d'expérience, si je ne dis pas de bêtises, hein, je n'écorche pas ton expérience. Tu as C'est ça. vendu dans plein de types, tu as vendu plein de types de produits en business physique. Tu fais du call call, tu es formateur, tu as une méthode de vente qui est bien à toi tirée de toute cette expérience. Et donc, si vous voulez voir précisément son profil, son parcours, etc., en détail, regardez le premier podcast. J'aimerais juste que tu te réintroduises en deux phrases pour avoir du contexte et que les personnes voient que tu sais de quoi tu parles. Et ensuite, on aborde le sujet du recrutement et management de commerciaux. Effectivement, je m'appelle Romuald de Bouger. J'ai commencé la vente à 18 ans en porte-à-porte et donc depuis, je fais de la vente et du management dans plein de domaines différents parce que je voulais tout apprendre de la vente. Et depuis 4 ans, j'ai stoppé mon job de salariat après plein de postes différents pour enseigner tout ce que j'avais appris au plus grand nombre de sociétés, de vendeurs, de CIO qui se lancent un peu dans la vente et dans l'entrepreneuriat seul. Carrément, tu as été directeur commercial aussi, tu as Oui. tu as gravi tous les échelons. Euh, Écoute, vu que tu as cette expérience-là, comment on recrute, on forme, on manage des top closers tirés de ton expérience? Et je sais qu'on a beaucoup à dire sur le sujet. Alors effectivement, et c'est un sujet sur lequel j'ai été confronté, ou je suis confronté depuis longtemps parce que sur 20 ans de vente et management, sur 20 ans de vente, il y a au moins 15 ans de management. J'ai tout de suite, quand j'ai réussi à bien vendre, été propulsé à des postes de manager, chef d'équipe, puis après tu l'as dit, voilà, agence, magasin, région, directeur commercial, etc., etc. Donc effectivement, j'ai vu pas mal de choses et donc j'ai un petit peu comme en vente, ma vision des choses à moi. J'ai testé plein de choses. J'ai beaucoup travaillé sur l'humain, j'ai beaucoup travaillé comme pour la vente, on n'en a pas parlé pour le podcast, mais beaucoup travaillé sur le cerveau, la PNL, les neurosciences, etc., pour bien comprendre l'humain. Et puis de là, j'ai vraiment essayé de mettre en place un maximum de méthodes efficaces pour recruter, pour motiver au quotidien, pour permettre à ce que mes collaborateurs, les vendeurs, les personnes à qui on s'adresse, s'éclatent dans leur métier, mais aussi dans leurs objectifs au quotidien. Donc Carrément. voilà pour résumer ou pour faire une petite intro, Kevin. Eh ben, c'est parfait. Euh, Par où commencer? Comment est-ce qu'on va recruter les bons profils? Moi, je pense typiquement à mes clients qui vont regarder ce podcast. Certains, ça va être la première fois qu'ils vont recruter un commercial. On en parlait un petit peu en off à côté. Certains vont se dire, ah, ça y est, je vais pouvoir jeter la patate chaude des appels de vente, etc. Donc, quelles sont les erreurs à éviter et le process à suivre? Alors, tu viens de poser une très bonne base. C'est un très bon point de départ pour commencer, puisque c'est de là que tout part. Et c'est très important. Et plus tu es petit, plus c'est important. C'est-à-dire que c'est ce que je vais dire là, c'est encore plus important pour un CIO tout seul qui veut sous-traiter, développer la vente, que pour une multinationale en vente. Pour 2 raisons, évidentes. Plus le groupe est petit et plus ce que je vais dire au recrutement permettrait une réussite dans le temps. Donc ça, c'est vraiment la 1re des choses. La deuxième des choses, c'est que le recrutement est important et tout ce qui va suivre, ce qu'on va dire dans ce podcast aussi, pour la simple et bonne raison que le turnover coûte très cher, trop cher, en temps, en argent, il coûte extrêmement cher. Et donc, plus tu es petit et plus le coût du turnover va te faire du mal. Donc c'est pour ça que je dis ce que je vais dire là, pour ces 2 raisons-là, c'est encore plus important. Quand je suis CIO et que je recrute mon premier vendeur, ça l'est sur encore plus, enfin, ça l'est aussi sur des équipes de vente, ça l'est aussi sur des multinationales, sauf que sur une multinationale, ça a beaucoup moins d'impact. Sur une équipe de vente, ça fait beaucoup de mal, et sur un petit CIO tout seul qui recrute, eh ben, une fois, 2 fois, puis il n'a plus les moyens de recruter. Donc voilà pourquoi c'est important. Contrairement à tout ce qu'on pense, la chose la plus importante quand tu recrutes, c'est de chercher des profils qui te ressemblent. Peu importe le profil que tu vas prendre, le plus important, c'est d'aller chercher des profils qui te ressemblent, qui ont les mêmes valeurs que toi, les mêmes objectifs que toi, la même façon de voir les choses que toi. C'est la base des bases. C'est vraiment la base des bases. C'est-à-dire que pendant longtemps, et d'ailleurs je vois encore beaucoup de gens qui s'obstinent
sur le management participatif, le management bienveillant, qui serait la clé. Et ces gens-là, quand on leur pose une question, bah écoute, moi je comprends pas. Je connais un manager là-bas, et on en connaît tous. C'est un super manager. Il est super bon. Ses équipes performent. Mais alors lui, par contre, c'est un militaire, quoi. C'est une bête de combat. Il les insulte toute la journée. Il leur met une pression de malade. Il leur parle mal. Et pourtant, tout le monde performe. Donc c'est bien la preuve que la clé, c'est pas que le management participatif, ou même si moi je suis plutôt pour, c'est mon style, ou le management positif, etc., etc. Mais pourquoi? Parce que ce mec-là, quand il a embauché, il a dit à tous les candidats qu'il voyait bah, ce qu'il était et ce qu'il voulait. Moi, je veux des machines de guerre. Je veux des gens qui ont pas mal. Je veux des gens qui sont pas malades. Je veux des tueurs à gages. Je veux des mecs qui aiment prendre des pains dans la tronche. Et puis, bah, il s'est fait une équipe de mecs qui aiment ça. Et on dit, c'est un bon manager. Mais demain, donne-lui une équipe choisie au hasard, et tout le monde s'écroule, tout le monde part en dépression. C'est parce que les profils qu'il a amenés à lui dans son recrutement, c'était exactement sa vision, sa façon d'être. Ça ressemblait à lui, si tu veux. Ça lui ressemblait. Et ça, c'est le truc le plus important. Et comme je viens de le dire, c'est encore plus important quand j'ai une petite boîte. Parce que si la seule personne avec qui je travaille, on n'a pas la même façon de voir les choses sur les clients, on n'a pas la même façon de voir les choses sur le chiffre d'affaires, on n'a pas la même façon de voir les choses sur les ventes, on n'a pas la même façon de voir les choses sur les prix, ben ça ne pourra pas le faire. Ça ne pourra pas marcher. Donc si je suis une machine de guerre, que je bosse 7 jours sur 7, 24 sur 24, que je dors jamais, etc., etc., eh ben, je dois aller chercher quelqu'un qui est comme moi. Je dois aller chercher quelqu'un où je vais lui dire au recrutement, moi je te préviens, je suis un malade de mon boulot, je vais t'envoyer des messages à 3 heures du mat. Et ça évitera de prendre un vendeur qui est plus ou moins passionné par le projet, mais qui par contre lui estime qu'à 17 heures il a fini sa journée, il ne faut pas l'emmerder. Parce que sinon, dans les 3 premiers mois, l'autre à 18 heures il va envoyer un message, elle ne va pas répondre parce qu'elle répond qu'à 9 heures le matin, lui ça va le gonfler parce qu'il ne comprend pas qu'il donne tout pour sa boîte et pas elle. Et en fait, c'est juste une question de vision, d'état d'esprit, etc., etc. Et ça, c'est hyper important dans le recrutement. Et moi, ça, je l'ai toujours fait. À chaque recrutement d'embauche, je disais ce que j'attendais de mes vendeurs. Si, par exemple, on parle de temps, eh ben, je leur disais, voilà, moi, je t'explique. Moi, je suis un gars hyper cool. Je suis un manager hyper cool. Moi, tu me dis mercredi après-midi, je peux pas être là, je suis à la piscine. Jour de travail ou pas jour de travail, va à la piscine. Moi, tu me dis, tiens, là, je finissais à 17 heures, mais en fait, je me casse maintenant 15 heures parce qu'il faut que j'aille faire des courses. Va faire des courses. Par contre, quand il y a un rendez-vous à 20 heures, me dis pas, ouais, non, il est 20 heures, ça fait tard, hein. Tu vas le faire jusqu'à 20 heures, 21 heures, 22 heures. S'il y a un client qui nous appelle le dimanche pour dire j'ai que le dimanche, venez le dimanche, tu vas pas me dire non, c'est dimanche, hein. On va y aller. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de job, je vais jamais te dire t'es où, tu fais quoi, moi je bosse à la confiance. Mais quand il y a du job, il y a du job. Et j'ai toujours marché comme ça. J'étais un des seuls dans les magasins de cuisine. Au début, quand je dirigeais plusieurs magasins, au début un, puis après j'en ai dirigé trois très rapidement. Des fois, le directeur commercial ou le directeur régional accompagné du directeur commercial. Donc, en plus, il fallait que ça soit carré parce qu'il y avait son chef, tu comprends. Donc, fallait que ça brille. Il débarquait. Elle est où, elle? Il est où, lui? Ah ben, je sais pas. Sûrement sur son canapé à cette heure-là. Et elle travaille pas le mardi matin? Ben, si. Mais il n'y a pas un pélo dans le magasin le mardi matin. Donc, on n'en a rien à foutre qu'elle soit le mardi matin. On est deux, ça suffit. Par contre, hier, l'autre qui est sur son canapé, là, il y a un client qui rentre à 19 heures au magasin, elle est restée avec jusqu'à 22 heures. Donc, quand qu'elle avait fini son client, je lui ai dit, c'est quoi, reste chez toi, demain, t'as pas envie de venir. De toute façon, le mardi matin, il n'y a personne. Et parce que j'étais comme ça, parce que j'ai cherché ces profils-là, bah, c'est bien, on était tous en osmose. Sauf avec le directeur commercial, du coup. Pas toujours d'accord. Mais il comprenait bien qu'il n'avait pas le choix, et puis de toute façon, ça avait été ma manière de recruter, c'est ce que j'attendais chez les gens. Mais par contre, les gens de l'autre côté avaient une liberté qu'ils attendaient eux dans leur boulot. C'est-à-dire, tiens, mon mari m'appelle, ma fille est malade, je vais la chercher. Ou l'école m'appelle, ma fille est malade, je vais la chercher. C'est-à-dire, oh, tiens, il n'y a pas un chat dans le magasin, puis moi je cherchais une paire de lunettes. Bah, on était les premiers à dire, les uns les autres, entre nous, entre les vendeurs, ouais, bah tu sais quoi, moi je suis bien là, tranquille, puis de toute façon j'attends le client, bah va chercher ta paire de lunettes. T'inquiète, je gère l'accueil.
Voilà. On était comme ça. Mais parce que je recrutais ce type de profil-là. Et donc, l'important, c'est pas le management que tu vas inculquer, c'est d'être sûr que le profil que tu recrutes corresponde à ton caractère et à ton management. Et ça, c'est vraiment le plus important en recrutement. Vraiment. Il n'a pas l'expérience, c'est pas grave, ça s'apprend. Il parle trop vite ou il articule pas assez, c'est pas grave, ça s'apprend. Il fait ci ou il fait ça, c'est pas grave, ça s'apprend. Par contre, s'il a un état d'esprit totalement différent du tien, ça, tu vas pas réinventer la personne. C'est pas possible. Si lui, il pense dans son expérience, dans sa vie, que le boulot, c'est 9h, 19h, qu'il donne comme un chien, mais qu'à 19h05, c'est fini, et qu'à 8h-5, ça n'a pas commencé, ou 9h-5, ça n'a pas commencé, c'est un état d'esprit, c'est une façon de vivre, il a envie de vivre comme ça, et tu ne pourras pas le changer. C'est pas la peine de te dire, il va aimer le produit, s'il y a un rendez-vous à 19h, il va le Mm. faire. Non, non, non. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment cadrer. Alors là, je parle beaucoup d'horaire parce que c'est un exemple qui est très flagrant, hein, mais c'est la vérité pour tout. Il faut vraiment cadrer le mec avec qui je suis. Je suis sympa, je suis bienveillant, je cherche quelqu'un de sympa et de bienveillant, qui cherche pas, qui est pas dans le vice, etc., etc. Parce que s'il dit, ah, lui, c'est un bon vendeur, j'ai vu ses chiffres, et en plus, il est vicieux, il a le vice que j'ai pas. Ouais, mais le vice que t'as pas, ça va vite pas correspondre à ce que tu attends. Parce qu'il va faire des trucs qui sont pas en phase avec ce que toi tu veux faire avec les clients, parce qu'il va tenter de te faire des trucs qui sont pas du tout en phase de ce que tu attends d'un collaborateur, etc., etc. Donc, il faut vraiment commencer au niveau du recrutement par recruter des profils qui me ressemblent. Et ça, c'est vraiment la base. Si j'ai pas ça, peu importe ce que je vais faire après, dans les étapes qui vont suivre et qu'on va sûrement évoquer tout de suite, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, pour clore ce premier sujet, Kevin. Et voilà pourquoi je disais que c'est très important, surtout pour un petit CEO qui commence, qui recrute son premier vendeur ou qui fait une petite équipe. Parce qu'une grosse boîte, le mec, il n'est pas dans les valeurs, il fait 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, il s'en va. Mais ils s'en foutent, c'est dans un roulement de turnover. Ça coûte cher, mais c'est compris dans les budgets. Un petit peu comme le vol chez Carrefour, tu vois. Sauf que là, pour un petit CIO, bah, une fois, il a l'impression de recruter un bon vendeur, ils ne s'entendent pas, ils ne sont pas sur les mêmes valeurs. Ça lui coûte un billet de 5000 balles, ça ne fait rien rentrer, ça lui a coûté la moitié de sa trésor qu'il a mis de côté pour ça. Il fait la deuxième erreur, la même chose une deuxième fois, même erreur, bah, c'est terminé, hein. Il n'a plus la trésor pour le faire, il ne peut plus avancer, puis surtout, son cerveau va faire un très mauvais raccourci. Les vendeurs ou les vendeurs, c'est pas, ça marche pas, ça fonctionne pas, les C'est mecs sont ça. feignants, ils veulent pas bosser, ou alors c'est des vicieux, mais non, c'est juste que toi, tu as été chercher la personne qui ne te correspondait pas du tout. Mais c'est exactement ça. On a le cas d'une personne que je connais qui fait beaucoup d'argent. Il me disait, je comprends pas tous mes recrutements, ça se passe mal, les Français veulent pas bosser, euh, ils sont tous feignants, c'est moi qui suis con ou quoi? Et j'étais là, genre, ben en fait, c'est juste que tu recrutes mal et qu'on Ouais, devrait recruter pour les soft skills, l'état d'esprit, la manière d'être, etc., et les valeurs, la vision, la mission commune, et former pour les hard skills. Donc, vraiment, genre, le mec, comme tu l'as dit, t'as il t'as bégaye tout un petit dit, peu, ben on travaille ça. t'as tout dit, t'as tout dit. En anglais, alors je le fais pas parce que je parle anglais comme une vache espagnole pour pas reprendre la vieille expression. Mais tu as tout dit, tu as tout dit. C'est exactement ça. Et en fait, c'est ça qu'il faut travailler. Il y a un point qu'il faut travailler, puis un point qu'il faut choisir. Et il faut choisir le bon point, l'état d'esprit, le caractère, les envies, les besoins. Et puis, il y a tout le reste, c'est pas grave, ça s'apprend. Le produit, l'expérience en vente, etc., etc., etc. Un truc bête, mais on dit qu'on a la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, etc., c'est qu'il y a bien une relation entre notre inconscient et les personnes qu'on attire. Par exemple, quelqu'un qui attire constamment. Je vais prendre un truc très bête, mais on est sur le sujet de l'actualité. En ce moment, il y a deux entrepreneurs qui se font la guerre sur les réseaux pour une ex qui s'accuse de menteur, etc. Il y en a un en particulier qui disait oui, mais moi, on m'a toujours arnaqué dans le business, etc. Posez-vous la question, qui est-ce que vous attirez inconsciemment? On attire des personnes qui ont un trait de similarité où on remarque chez les autres ce qu'on a souvent chez nous. Donc, Bien tout part sûr, de cette proximité. Donc, autant attirer des personnes qui nous ressemblent, ça se facilitera le travail généralement, si bien c'est sûr, positif, bien dans sûr. l'entreprise. Et il y a un grand entrepreneur, je ne sais plus qui c'est, donc je ne veux pas dire de bêtises. Mais je me demande si c'est pas un des deux que tu évoquais tout de suite. Je ne sais pas si c'est pas lui, mais je ne veux pas lui attribuer le truc si c'est pas lui, hein, mais je crois que c'est lui qui le disait. Mais il disait,
Si tu es pas prêt à bouffer avec un vendeur, le recrute pas. Si tu, si tu sais que demain, si tu te retrouves 2 heures autour de la table avec lui, tu vas t'emmerder, le recrute pas. Recrute des gens avec qui tu es sûr de bien t'entendre, avec qui tu as envie d'aller bouffer. Et c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et c'est vraiment, vraiment important. Donc choisissez vraiment vos profils en fonction de vos valeurs. Voilà. Moi, je veux une petite montée tranquille, mais bien assise. Je suis du genre à stabiliser toutes mes étapes, à bien les asseoir, à prendre mon temps. Prenez un vendeur qui a le temps. Et tu sais, même dans les associations, hein. Moi, j'ai vu un mec que je connaissais très bien, je vais te raconter une histoire, et c'est pareil en recrutement parce que il s'agit aussi derrière de recrutement, tu vas le comprendre tout de suite. J'ai un mec que je connaissais très bien qui gérait des entreprises, qui en rachetait, qui revendait, beaucoup dans le monde de l'énergie renouvelable. Et je le connaissais très bien parce que j'étais très proche de lui, on se donnait des conseils régulièrement. Et puis, il me prenait pour toutes ses formations, pour chaque fois qu'il rachetait une boîte, il me prenait pour former les vendeurs, etc. etc. Donc, vraiment client, presque ami, etc., etc. Et un jour, il rachète une boîte de pompe à chaleur. Les gens, ils faisaient que du B2B, que de la grosse entreprise. Un couple, des techniciens, et ils faisaient que de la grosse entreprise. Et ça allait pas trop bien. Et lui rachète ce business et il lui dit, par contre, on va le transformer en B2B, B2C. Moi, je suis un produit B2C. On va mettre des équipes de B2C. On va le faire davantage à domicile et badadi et badada. Et il m'appelle, on forme les équipes. Il met un budget monstre là-dedans. Il rachète et il pose, je sais pas moi, 500 000 ou 100 000 euros, tu vois. Il prend des équipes, il me fait former les équipes, il met des bagnoles, il met des fixes aux vendeurs, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour développer une aile B2B. Si, B2C, pardon. Et au bout de 2-3 mois, il m'appelle, il me dit, putain, Romuald, on rentre rien, ça marche pas, ça va pas, et badadi et badada. Ok, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben, il me dit, ouais, s'il te plaît, fais-moi un truc de consulting, un peu comme si c'était mon directeur co, mais sur une mission assez courte. Va voir ce qui se passe, et badadi, et badada. Donc, je vais voir, je monte, je vais voir ce qui se passe, je un filtre comme si j'étais un peu directeur co. Enfin, je dis à tout le monde que c'est pour une mission courte, mais que je viens faire un peu le job de directeur co et plus de formateur. En plus, c'est tous les gens que j'avais formés, il m'avait donné informé toutes les équipes qui recrutaient, donc je connaissais bien les gens. Et je vais voir ce qui se passe. Et en fait, là où il avait racheté, c'était, je sais pas moi, excentré à 5 heures, 4-5 heures de là où il est lui. Donc il laissait les patrons avec qui il s'était associé, qui faisaient que du B2B, gérer les vendeurs, parce qu'il ne pouvait pas gérer les vendeurs à distance et il n'avait pas encore mis de responsable. Et donc j'arrive là-bas, ah ben, j'ai compris, hein. Les mecs, ils avaient racheté, en fait, ils avaient vendu, ils s'étaient associés. Donc c'est pareil pour un associé. Parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils avaient besoin de fric, parce qu'ils y croyaient, ce que leur avait vendu mon pote, etc., etc. Mais ils ne voulaient pas faire de B2C. Ils avaient l'impression d'arnaquer les gens. Ils voulaient que chaque vente ait un cursus anormal de vérification parce qu'ils avaient trop peur du B2C. Ah ouais, c'était Euh, anormal, le et cycle de donc, vente, du ouais. coup, les vendeurs, ils étaient surpris, Processisé euh, peut-être? processisés. Ouais. Fallait faire un bilan thermique avant de vendre, Ah ouais, je vois, ouais. avant de signer, fallait refaire passer le technicien, fallait que les Trop photos de friction. correspondent, fallait que les radiateurs soient calibrés, fallait presque que la pause soit commencée avant que le mec y signe. Trop Tu de vois? friction. C'est ça. Et puis vu que les vendeurs n'y arrivaient pas, ils vendaient pas, ils étaient trop restreints, eh ben, eux, du coup, ils mettaient la pression, mais ils ne savaient pas manager, donc ils mettaient la pression n'importe comment, avec le premier qui vend pas cette semaine est viré, affiché au mur, enfin, des trucs aberrants, tu vois. Et en fait, le problème, donc je lui dis à Kim, c'est un problème de management, nanana, je lui dis à mon pote que c'était comme souci. Mais je lui ai dit, le vrai problème, c'est pas ça. Le vrai problème, c'est l'association. Tu n'aurais pas dû t'associer avec des gens comme ça. Parce qu'ils n'ont pas du tout la même vision que toi. Eux, c'est un couple, ils approchent de la retraite, ils ont 5 gamins, ils veulent monter un business pérenne, ils avaient commencé des associations avec des grandes surfaces, ils faisaient que du B2B, ils travaillent, quitte à perdre de l'argent, ils passent des heures sur les chantiers. Et toi, tu es dans une dynamique que de rentabilité, que de renta, de renta, de renta. Mais c'est pas du tout Même compatible. vision. Donc toi, tu arrives, tu balances des vendeurs, des bagnoles, des machins, des trucs, tu poses 500 000, tu as fait le calcul comme dans tes autres boîtes, ça attend de temps pour renta. Et puis eux, ils arrivent en disant, bon, alors, par contre, d'accord, on veut bien faire du B2B, mais alors on va structurer ça comme il faut que ça monte doucement, mais que chaque vente soit vérifiée, qu'on soit sûr qu'on recrute les poseurs doucement. Ah ben, Hmm. tu Différence de vois, vision. différence de vision. Et donc, bah, c'est encore plus vrai dans le recrutement. C'est vrai dans une association, mais c'est encore plus vrai dans le recrutement. Hmm. Et dire aujourd'hui, il faut s'associer ou se mettre avec des gens qui ont un caractère opposé parce que, bah non, c'est pas vrai, hein.
C'est comme dans un couple, hein. Alors des fois, les forces de l'un peuvent être les trucs de l'autre, mais dans l'ensemble, il faut que tu aies la même vision. Parce que s'il y en a un qui veut aller vite et qui est pas très sécurité, et que l'autre, elle veut aller doucement, mais qu'elle sait où elle va et qu'elle est très sécurité, ah bah à un moment, ça va pas durer. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que ça, c'est vraiment le truc le plus important. On va pas passer les 1 heure là-dessus, mais je pense que les exemples étaient nécessaires pour bien, faire ancrer ça. Choisissez vos vendeurs, vos closers, vos setters, vos ce que vous voulez, en fonction de qui vous êtes vous, pas de ce que vous imaginez d'un bon vendeur. Il sera bon seulement, enfin déjà il restera, déjà, on va commencer par là, C'est un bon seulement, point. vous aussi c'est déjà un bon point, s'il est aligné avec vous. Et ça, c'est vraiment super important. C'est vraiment super important. Et je me suis fait, moi, toute ma carrière de mes vendeurs, de mes directeurs de magasins, de mes directeurs de région, je m'en suis toujours fait des potes. Les gens pensaient que c'était une stratégie de management alors que c'était l'inverse. C'était une Mmh. stratégie de recrutement. C'est-à-dire que si je sens que toi, je peux pas être trop pote avec toi, ben, je ne te recruterai pas. Mais c'est d'une évidence. Nous, par exemple, Guillaume, qui intervient chez nous, ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble. Mhm. Il a fait les deux boîtes. Donc, il était consultant sur les deux boîtes. Il nous a aidé sur les deux boîtes. C'est devenu un super ami parce qu'en fait, même valeur, même vision, même manière de travailler, même niveau d'engagement. C'est-à-dire que moi, si le client il écrit le dimanche soir, on répond le dimanche soir. Par contre, pareil, si tu me dis, bah là, je suis fatigué, j'ai envie de prendre 2 jours off, prends 2 jours off. On s'organise avec les clients si c'est possible. Et il n'y a pas de souci. Il y a cette liberté d'action, cette confiance qui se fait, mais parce qu'en fait, on a la même vision, les mêmes valeurs. D'ailleurs, on fait les mêmes investissements, on achète les mêmes formations, on se partage des formations, on investit à deux sur des formations, où Ouais, on partage mais c'est 50-50 les coûts. On fait plein de choses comme ça. Donc en fait, et c'est pareil, là, le troisième recrutement que j'ai fait, qui est mon assistant, c'est devenu quelqu'un avec qui on est très proche parce que même vision, même mais oui, mais bien sûr, mais tout bien en sûr. fait. Et Moi, ces tu gens sais que j'ai restent. monté une boîte avec un associé, c'était pareil que pour le recrutement. Je l'ai monté parce que, alors après, ça n'a pas fonctionné pour d'autres raisons, mais qu'est-ce qui a fait que, en tout cas, ça n'a pas été catastrophique? Bah, le fait que, vu qu'on avait tout ça en commun, bah, on s'est bien entendu pour le montage, on s'est bien entendu pour ce qu'on a fait, et puis on s'est bien entendu pour se séparer. Parce que, bah, au moins, on avait la même vision, on avait ci, on avait ça, et ça n'a pas joué ou n'a pas influé dans la balance. Tu comprends? Alors que Ouais, si en plus de pas avoir les mêmes visions, machin truc, c'est un peu dur ou que tu es associé que la boîte marche pas, bah, c'est la guerre, hein. ouais, Ouais, je t'avais dit de faire comme ça, ouais, mais moi j'ai voulu faire des compromis, du coup je l'ai pas fait vraiment. Ouais, mais bon, tu m'aurais écouté, je te jure, ça aurait pas donné ça. Euh, c'est évident, c'est évident. Et ça, c'est un prérogatif, hein. Ça veut pas dire que ça va fonctionner. Ça veut dire que sans ça, ça peut pas fonctionner. ok. Ouais, Et non, mais ça, c'est c'est vraiment d'une important à évidence. comprendre. C'est ça. C'est tellement évident. Sur, C'est enfin, pour nous, c'est c'est évident, mais pour honnêteté, les. Kevin. Mais oui, quand on te le dit comme ça, c'est Oui, évident. Moi, je suis d'accord avec toi. c'est Moi, clair. quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais quelle évidence, effectivement. Ouais, Mais, 100%. euh, mais malheureusement, quand on voit ce qui se passe en France, c'est loin d'être évident pour tout le monde, quoi. Oui, puis il peut y avoir des différences générationnelles entre des personnes qui viennent peut-être d'un vieux process, des personnes qui sont un peu plus formées, donc il y a des différences puis les croyances, bien évidemment. Oui. Maintenant, le truc, c'est que on a passé la première phase. Imaginons qu'on source quelqu'un qui est potentiellement un bon profil. On a une liste de candidats, on a alimenté un pipeline, 50, 100 profils. C'est quoi les prochaines étapes de recrutement? Quels sont les red flags, les green flags aussi, les points positifs et négatifs qui sont validés pour le recrutement? Ok, donc vraiment, tu parles, toi, dans l'entretien? Dans l'entretien, c'est ça. En gros, on a Alors, préfiltré et là, on passe vraiment à l'entretien. ok. Donc, quand on est dans l'entretien, une fois qu'on est dans l'entretien, ben, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est d'aller chercher ce qu'on vient de dire pendant 1 heure. Donc, on va pas le répéter, mais il faut que je vérifie que je m'entends bien avec le mec. La deuxième chose, c'est que pour moi, un entretien idéal, c'est un entretien qui a pas de cadre. J'oublie CV, lettre de motivation, je l'ai lu avant qu'ils arrivent. Je sais à peu près d'où elle vient, ce qu'elle fait, d'où il vient, ce qu'il fait. Bien sûr, mais j'oublie ça. Si j'ai un cadre dans ma société, si ma société m'a imposé un cadre, alors si vous êtes CEO, tant mieux, vous n'en avez pas. Mais si la société vous a imposé un cadre, un tableau à remplir, mettez-les sur le côté, vous le remplirez à la fin, quand ils font partie. Et surtout, rien de standard. C'est-à-dire qu'un entretien d'embauche, il doit servir à deux choses. Un, vérifier que vous vous entendez bien, pour les raisons qu'on vient d'évoquer pendant 1 heure. Et deux, vérifier la crédibilité du candidat.
Est-ce qu'il me ment? Est-ce qu'il me ment pas? Est-ce qu'il est transparent? Est-ce qu'il est lui-même? Est-ce qu'il me dit ce que j'ai envie d'entendre ou qu'il me dit pas ce que j'ai envie d'entendre et qu'il est vraiment, transparent? Et cetera, et cetera. Et ça, c'est vraiment très important. Et ça peut se faire que d'une manière, ou en tout cas, moi, j'ai trouvé qu'une seule manière pour le mettre en place, c'est une discussion à bâton ouvert. C'est-à-dire que le script parfait d'un entretien d'embauche, comme on pourrait dire le script parfait de la vente, pour revenir sur le dernier podcast, ça serait à peu près pareil qu'une vente. C'est-à-dire, j'arrive, l'accroche: «Bonjour, bah, merci d'être venu au rendez-vous, je suis content de vous recevoir», voilà, voilà. Derrière, une petite présentation rapide. Bah, voilà qui je suis, voilà comment je fonctionne, voilà ce que j'attends, OK? Derrière, présente-toi toi, ou l'inverse, hein. Présente-toi toi, puis après je me présente. La présentation doit être très courte, hein. Qu'est-ce que j'attends? Qui je suis? Qu'est-ce que j'attends? Les valeurs, toujours, on en revient à ça. Et puis après, un peu les moyens. Qu'est-ce que je vais te donner pour y arriver? Si tu connais pas la boîte, je t'en parle un peu, mais très court, la présentation. Elle fait la même chose, il fait la même chose, le candidat ou la candidate. Et une fois que ça c'est fait, la seule chose à laquelle on doit s'attacher, c'est une discussion à bâton rompu. On doit se mettre à la place de l'humain, comme en vente. C'est la partie découverte. Comme en séduction, pour revenir pour clore avec le podcast là. On arrive vraiment sur la partie découverte. Tiens, ben pourquoi t'as fait ça? Et puis pourquoi t'as arrêté? Ah mais c'est sympa, puis tu as eu ton gamin là, puis ça n'a pas été trop dur de travailler en même temps. Et puis toi, j'ai vu que tu t'étais marié à ce moment-là, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? OK, puis qu'est-ce que tu aimerais faire? Puis où tu te vois dans 5 ans? Puis si tu rentres là et que tu avais toutes les possibilités, qu'est-ce que tu voudrais faire? Est-ce que ça serait prendre ma place? Ça serait tout à ton honneur? Pas du tout. Est-ce que tu as pas envie d'évoluer? Pourquoi? Pour quelles raisons? Il faut aller chercher, les incohérences. Je vois qu'il y a pas de trous dans ton CV, tu les as bien cachés. Pourquoi? Est-ce que tu penses que c'est un bloquant? Toutes des questions qui vont me permettre d'avoir les réponses que je cherche. Est-ce qu'il va me correspondre à long terme? Est-ce que c'est pas un masque juste pour trouver du boulot? Est-ce qu'il apprécie vraiment ce produit ou est-ce qu'il répond à un CV parmi 50 qu'il a balancé au hasard? Toutes ces questions dont j'ai besoin d'avoir des réponses, je vais les poser dans une discussion à bâton rompu, comme une découverte. Tu as vu, hein? On reprend la même structure, hein? Accroche, présentation, découverte. De toute façon, un recrutement, c'est un funnel de vente, hein. On emmène du trafic, on qualifie, on éduque, on filtre et on convertit après, hein, Exactement. C'est un peu différent, mais c'est ça. Et puis après, bah, l'argumentation. Tu me plais ou tu me plais pas pour telle raison. Voilà. Et puis voilà, puis je vais réfléchir et puis je te rappelle vendredi ou lundi. Et puis voilà. Et après, de là, pour retirer les personnes que j'ai senties le plus transparentes, faites confiance à votre intuition. c'est C'est pas toujours de la comme ça que magie. j'ai Mais oui, raisonné, moi, là, en mais oui, parce que décision finale. c'est de T'as la des critères physique. rationnels, mais t'as ton intuition, Mais en fait, qui c'est parle aussi. c'est un critère rationnel, contrairement à ce qu'on pense, l'intuition. C'est un critère rationnel. C'est 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 pas un truc. Nous, on pense que l'intuition, c'est un don, mais c'est pas un don. Enfin, si, c'est un don, comme la parole, comme le fait de marcher, comme si on part du principe que c'est un don, la vie. Mais sorti de ça, c'est pas un don comme la voyance. C'est un don, c'est un don, enfin, c'est un don, c'est un truc qui fonctionne avec le subconscient. C'est-à-dire que c'est des infos que le subconscient a, mais que tu peux pas voir consciemment. Donc, il t'envoie. Par exemple, le subconscient s'aperçoit que le mec est pas naturel ou qu'il ment. Il va pas te dire il ment, j'ai vu parce que. Il va simplement te dire méfie-toi. Un peu comme pour une objection avec les clients, si tu veux. Donc c'est pour ça qu'il faut se fier à son intuition. Parce qu'elle voit des choses que toi, t'as pas vues. Donc il faut vachement se fier à son intuition quand on recrute de l'humain. Prendre la personne avec qui on se serait le mieux entendu et qui nous paraît le plus correspondre aux valeurs de ce qu'on cherche. Intuition, l'instinct, il y a plein de mots qu'on peut utiliser. Mais si tu veux, une fois que tu as eu des patterns, tu as reconnu plusieurs fois des patterns, plusieurs fois des comportements que ton inconscient a traités de ah tiens, cette personne le futur, dans le futur, elle a menti. L'inconscient est très fort pour revoir des patterns, ce qui, avec l'expérience, va te dire ah, lui, d'expérience, je le sens pas. Donc, est-ce que le bon mot, c'est l'intuition?
C'est surtout faire confiance à. Moi, je sais que je suis très intuitif. Je sais pas si toi, tu es très intuitif. Mmh. Je suis vraiment un mort intuitif et j'ai tendance à rarement me tromper. Et ensuite, les expériences passées. Quelles sont les étapes suivantes d'onboarding, de formation produit, tu vois, de comprendre l'entreprise, c'est quoi la mission, Ouais, bien sûr. c'est quoi les différents process que toi, tu as identifiés avec ton expérience? Il faut faire les mêmes choses que dans une relation, humaine. Quand tu reçois des amis chez toi, quand tu reçois tes parents chez toi, quand tu reçois, une éventuelle nouvelle conquête chez toi, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu l'accueilles correctement pour commencer et ça, moi je vois des boîtes où c'est pas ça paraît pas logique, quoi. Tiens, tu commences lundi, le mec arrive le lundi et puis, personne pour l'accueillir, c'est les vendeurs qui se présentent entre eux, on lui montre pas où sont les toilettes, C'est quoi qu'il faut vendre? tu vois? Tu es reçu comme un chien dans un jeu de quilles. J'aime bien, tu vois, ces vieilles expressions là qui sont très claires, mais c'est ça, tu vois? Donc la première chose, c'est de réserver un accueil. Vendeur, il arrive: «Bonjour, bienvenue, je te présente les équipes, je te présente s'il y a une secrétaire, je te présente, tout le monde, je te présente tout le monde». Peu importe que ce soit le responsable des achats que tu le connais pas. Dans quelle situation tu te retrouves quand toi tu vois ce que je veux te dire? C'est comme si tu arrives chez tes parents, il y a un mec là, il discute, il boit l'apéro, puis il te le présente pas. À un moment, quand tu arrives, ils vont te dire: «Bah tiens, si tu l'as jamais vu, je te présente le voisin», tu vois? Sinon tu es pas à l'aise pendant, tu te dis: «Mais qui c'est?» Enfin, tu vois? Bah, c'est la même chose, hein, peu importe, c'est le chef de production, tu ne le croiseras jamais, ça a rien à voir avec toi, mais peu importe. Tu arrives, tu présentes tout le monde. C'est normal. Ça met à l'aise, ça rassure. On sait qui est qui. Donc ça, c'est les bases, l'accueil. On fait visiter les locaux. On montre où sont les toilettes, la salle de réunion, la cuisine, comment ça marche, ce qu'on a le droit et pas le droit de faire. Tu vois, des choses bêtes. Alors ça, c'est le frigo commun. Tous les vendeurs mettent leur truc, chacun son truc. Donc voilà, avec la petite blague qui va bien, va pas bouffer le bio de Danone de Rachel, parce que Rachel, elle va te défoncer, elle n'aime pas qu'on touche à ses bio de Danone. Tu vois, je rigole. Mais c'est un peu ça l'idée. Tu comprends ce que je veux te dire? Voilà. Ou alors c'est un frigo commun, c'est moi qui achète, vous vous servez autant que vous voulez. C'est la boîte qui régale, vous vous servez autant que vous voulez, mais je monte, je fais découvrir, ces petites choses-là sont importantes. Je fais un vrai accueil, une vraie visite. Je présente tout le monde, j'explique, etc., etc. Donc ça peut paraître banal, mais alors c'est déjà la première chose à faire. C'est déjà la première chose à faire. L'autre chose également, qui est hyper importante derrière, bah, c'est d'apporter toute la connaissance. Tu lâches pas un vendeur sur le terrain sans connaissance. Oui, les vendeurs, ils connaissent son métier. Mais c'est quoi le métier d'un vendeur? C'est quoi le métier d'un vendeur? Qu'est-ce qu'un vendeur doit vendre? Ben, un produit ou un service. OK, le produit ou le service de qui? Ben, de la société. OK. Donc c'est à toi de lui apporter la connaissance. Tu recrutes pas un vendeur, oh les vendeurs, ils se démerdent. Non, 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 non. Et encore plus si tu es CIO et que c'est ton premier vendeur et que tu veux déléguer la vente. C'est ta boîte, c'est ton bébé. Toi, tu connais tes concurrents, tu connais ton produit, tu connais tes prix. Ou si tu les connais pas, faut le faire d'urgence. Retour au premier podcast. Mais tu connais tout ça. Donc c'est à toi de l'apporter au vendeur. C'est à toi d'apporter cette connaissance au vendeur. Parce que pas de connaissance, pas de conviction, pas possible d'être convaincant. C'est à toi de dire, j'ai un concurrent là-bas, il travaille comme ça, j'ai un concurrent là-bas, il travaille comme ça, les deux ne font pas ça. Nous, on se démarque parce qu'on est les seuls à faire ça. Et ça vaut tant, alors que les autres, c'est tant, et on est moins cher, ou on est plus cher, mais parce que tu dois apporter toute cette connaissance-là à ton vendeur. Hmm. Tes anciens clients, ta façon de vendre. Tout ça, tu dois lui apporter au vendeur. Même, même, je prends l'exemple d'un CIO. Il s'en sort pas en vente. C'est pas son truc. Il n'y arrive pas. Il aime pas ça. Il a vendu 3 contrats en 2 ans d'existence, qui lui ont permis de survivre. Il recrute un vendeur parce qu'il sait qu'il est bon. Et même si tu vends pas, emmène-le en vente. Lui, il va te donner des astuces de vente, mais il va surtout écouter dans ce que tu dis, pas ce que tu fais mal. Tout ce que tu sais et qui lui permettra demain de vendre mieux. Hmm. Donc, on ne recrute pas un vendeur pour lui apprendre à vendre dans le sens du terme, ça c'est sûr. Surtout quand on est CEO et qu'on veut se débarrasser de cette partie-là. Mais
Sur la technique de vente, oui, il connaît son taf. Sur ton produit, c'est toi qui connais le taf. Et si tu lui apportes pas cette connaissance, c'est mort. Et c'est pareil pour tout. J'ai jamais vu une boîte où je faisais pas au moins 3 jours de formation à quelqu'un que je recrutais. Jamais, jamais. Pire, dans la cuisine, ils partaient obligatoirement à la fin, ils avaient structuré le truc. Ils partaient obligatoirement, les vendeurs, tu n'avais pas le choix. Tous les vendeurs que tu recrutais, tu es obligé de partir 4 semaines en formation au siège. C'était comme ça. Ça, les grosses boîtes, des fois, c'est souvent structuré comme ça. Je leur faisais quand même la formation de 3 jours interne en de bouger. Parce que moi, je sais qu'il y a des trucs que je faisais, que je disais, qui faisaient vendre, des avantages que je connaissais, qu'au siège, ils n'évoquaient même pas. T'avais le Donc, détail. j'avais la force. Ben oui. Donc, j'apportais la connaissance qui ne donnait pas là-bas et qui était essentielle pour moi pour vendre. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, il faut apporter la connaissance au vendeur. Et alors là, combien de temps ça prend? Bah, ça dépend de ton produit, mais il faut prendre le temps qu'elle soit acquise. Alors, si tu vends des sites internet et puis que tu as 3 formules, bah, tu peux en une journée régler le problème. Si par contre, tu vends du marketing digital, tu as le ads, les sites internet, le référencement, le copyright, puis chacun avec 30 produits différents, bah, il faudra peut-être passer une semaine à le former. Ou 3 jours, ou 4 jours, ou 5 jours. Mais il faut le former sur tous les produits. Ça, c'est l'erreur C'est que je pas. vois à chaque Bah fois. oui, mais tout le temps, mais bien sûr, bien Et sûr. c'est une des erreurs, c'est en gros, je Si tu as des prends questions, un. tu m'appelles, hein. Mais non, non, mais on n'attend pas C'est d'avoir des ça, je questions. prends un Sinon, sales et je lui jette la patate chaude et je le forme pas. Du coup, vu que j'ai pas de playbook interne de formation sur les produits, les offres, etc., bah, le mec est perdu. Du coup, il close à 10%. Du coup, tu l'engueules. Du coup, ça lui met plus de pression. Du coup, il attire moins de ventes parce qu'il est surstressé et qu'il est dans la peur. Et au final, le mec absolument. se barre et comme tu l'as dit, le turnover, de toute façon, dans les métiers sales, setter, prospecteur, tout ça, c'est quand même déjà élevé. Donc là, tu accentues ça et tu fais, la connaissance se perd et c'est un cycle. Moi, je connaissais des mecs comme ça. Il y a un mec que je connais, mec a recruté en 3 ans 60 téléprospecteurs. C'était une toute petite boîte qui faisait moins Mais de 30 voilà, cas mais par non, mais mois. ça a été mon quotidien, ça. Moi, j'arrivais dans des boîtes, quand je voyais le turnover, des fois, j'allais voir le DR ou le PDG. Je lui disais, mais t'as déjà fait le calcul de ce que te coûte le turnover? Non. Ah bah, fais-le vite, hein. Parce que je peux te dire que là, ça te coûte un sacré billet, mon pote, hein. Un sacré billet, hein. Et tu vois, la preuve que ce que tu dis n'est pas une fatalité, hein. Les sales, beaucoup de turnover, mais parce que les sales, on fait que des conneries. Parce que moi, je suis désolé, mais dans mes dernières boîtes, j'avais pas de turnover. Nous, pareil, cette machine, on J'en a avais pas très du très peu tout. de turnover, hein. Un vendeur qui partait au bout de 4 ans parce que le projet de vie changeait, mais c'est tout. J'avais pas de turnover. Ah, c'est un truc de Et fou. non, il me dit pareil, bah, bien sûr. Et bien, si tu recrutes des mecs qui sont alignés avec toi, tu leur apportes la connaissance, ils gagnent bien leur vie, on s'entend bien. Et puis si derrière, tu motives bien, on va en parler après, parce que ça, c'est l'étape clé, et que tout le monde gagne sa vie, et est heureux et motivé, mais pourquoi il partirait? Ouais, il se Personne sent part dans bien. ces conditions-là. Bien sûr, bien sûr. Et le mec justement qui est onboardé, il est formé sur le produit, sur l'offre, sur la mission de l'entreprise, sur les clients, les concurrents, etc. Il est passé par cette phase-là. Tu parlais de motivation. La motivation, ça intervient où précisément? Moi, je fais un peu le candide, mais pourquoi est-ce qu'on parle de motivation? Comment est-ce qu'on motive les gens? Enfin, c'est quoi le sujet derrière? Alors, la première cause je vais répondre à l'envers, Kevin, mais on va tomber dans le sujet. La première cause de turnover, c'est la démotivation. Au-delà du mauvais recrutement, qui est déjà une phase importante, une fois que les gens restent, donc ça veut dire que tu as à peu près fait bien ton recrutement, ou en tout cas que sur le nombre, ceux qui restent, c'est ceux que tu as bien recrutés, involontairement ou pas. Derrière, la raison principale du turnover, des départs, c'est la démotivation. C'est pas l'absence de motivation, on va le voir ici, c'est très différent. C'est très, très différent. C'est vraiment la démotivation. Et là-dessus, j'avais vu une conférence de Michael Aguilar, qui est pour moi un maître de la vente et du management, et qui faisait un parallèle très fort que j'aime beaucoup, que j'ai toujours gardé, c'est que quand tu rentres dans une boîte, tu es un permis à points en fait. Tu rentres à 12 points. Et puis, une petite erreur va faire que, paf, moins 2 points. Puis une deuxième petite erreur, des choses qui démotivent.
C'est pas on motive pas, donc on pourrait monter à 14, 15, 20, 100 points. La référence au permis de conduire est moins drôle maintenant, mais non, c'est qu'on démotive, donc on fait enlever des points. Donc j'ai fait ça, paf, -2. J'ai pas fait ça, paf, -4. Puis après, bah, quand le mec il tombe à 0 points, il s'en va. Et c'est le problème qu'on a. C'est pour ça qu'il y a autant de turnover. C'est parce que pire que de pas motiver, on démotive. Et ce qui démotive est toujours très différent de ce qui motive. Tout ce qui démotive, c'est des choses qui viennent de l'extérieur. C'est des choses qui ne sont pas internes, qui ne sont pas propres à moi, à mon développement. C'est toujours des choses qui viennent de l'extérieur, ce qui démotive. L'incertitude. Je ne sais pas si la boîte va rester ouverte ou fermée. Un élément extérieur, je suis démotivé. Ma voiture, on m'avait promis une voiture de fonction, elle n'est pas là, ou alors elle est là, mais dans un état pitoyable. Je n'ai pas les outils pour travailler. On me demande de faire la prospection et on m'a donné un annuaire en 2025. Je suis démotivé. C'est tout ce qui vient de l'extérieur. J'ai fait un super boulot et puis il ne m'a pas félicité. C'est une cause extérieure. Ça démotive. Moi, je me fais engueuler quand, je sais pas moi, j'oublie les feuilles dans la photocopieuse. Mais par contre, lui, tous les matins, il arrive à 8h10 alors qu'on prend 8h, il se fait pas engueuler. Ouais, c'est les doubles standards, un peu. Démotivation, injustice, tu vois? Ouais, C'est toutes injustice. des causes qui viennent de l'extérieur. Ça, c'est toutes les choses qui vont te démotiver. On pourrait en citer des centaines et des centaines. On m'a promis un poste, je ne l'ai pas eu. Démotivation, etc., etc. Tu vois? Toutes ces petites choses-là. Manque de clarté. Je me fais engueuler toute la journée parce qu'on n'atteint pas les objectifs, mais je ne connais pas l'objectif. Il n'y a pas eu Tu vois? d'explicité et pourquoi je suis utile pour cet objectif, quoi. Exactement. Tu vois? Tout ça, tout ce qui vient de l'extérieur, comme ça, c'est des choses qui nous démotivent. Et ça, il y en a plein les boîtes, hein. Manque d'outils, manque de formation, manque de matériel, manque de moyens, manque de management, etc., etc., etc. Et puis après, de l'autre côté, parce que tu vas voir qu'on est tellement bon qu'on a fait ça sur les deux tableaux, non seulement en plus de démotiver, de l'autre côté, tu as l'aspect motivation. Et en France, on a deux gros soucis là-dessus. Enfin, je dis en France, je n'ai pas été voir ailleurs, mais en tout cas, dans l'espace francophone, on a ces deux gros problèmes-là, et c'est pas lié qu'à la France d'ailleurs, hein. Il y a le problème, je le vois en Belgique, je le vois en Suisse, etc., etc. C'est que ben, on ne sait pas motiver. On ne comprend pas ce qui motive l'être humain, ce qui motive un neurone, et on ne sait pas motiver. Et en plus de ça, ce qu'on comprend surtout pas, c'est que la motivation, dans une voiture, c'est l'accélérateur, et la démotivation, c'est le frein. Eh ben, tu peux accélérer autant que tu veux. Tu peux motiver autant que tu veux. Tant qu'il y a ne serait-ce qu'un élément qui te fait appuyer sur le frein, tu ne vas pas avancer. Tu vois ce que je veux te dire? Tout à fait, ouais. Donc, un, on ne sait pas motiver, je vais en parler tout de suite, et comment motiver, qu'est-ce qui motive. Mais deux, de toute façon, même quand on motive un petit peu, même sans le faire exprès, ben on a un pied sur le frein. On n'a pas enlevé avant ce qui démotivait. Les éléments que j'ai cités tout à l'heure extérieurs. Et en fait, il y a un seul moyen de motiver, c'est d'abord d'enlever tout ce qui démotive, et ensuite de motiver. Tu comprends? Ok. Et ce qui motive, c'est tout l'inverse de ce qui peut démotiver. Ce qui motive, c'est tout ce qui a trait à mon intérieur. Tout ce qui vient de moi. Tout ce qui a trait aux émotions, aux sentiments, à mes besoins intérieurs. C'est-à-dire que je suis démotivé par un mauvais salaire, mais je ne vais pas être motivé par un bon salaire. D'ailleurs, on a vu plein de gens être augmentés et partir quand même. C'est vrai. Voilà. Je l'ai Hop. constaté. Et quand tu as compris ça, tu comprends que tout ce qui motive, ça vient vraiment de l'intérieur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui motive? Ben, le fait, justement, d'être encouragé, d'être félicité, ça travaille à l'intérieur de moi, ça travaille sur mon ego personnel. Ça motive. Le fait d'avoir des défis, des challenges, ça motive.
parce que ça travaille sur mon esprit de compétitivité. Le fait d'évoluer, ça, ou d'avoir des possibilités d'évolution à court, moyen et long terme, bah ça travaille sur mon développement personnel. Tu comprends ce qui vient de l'intérieur, tu vois? Le fait de m'amuser dans ma société, de rigoler, de passer du bon temps avec les personnes. C'est-à-dire, si je le traduis, me sentir bien, être épanoui. Ça motive, tu vois? Et d'ailleurs, fais le parallèle, hein. Tu as 4 vendeurs dans un magasin qui s'entendent bien, qui se fendent la poire, qui passent un bon moment, qui ont de l'euphorie. Un client rentre, je peux te dire que c'est vendu, hein. Par contre, 4 vendeurs dans un magasin qui s'entendent pas, qui se font la gueule et ils viennent de se prendre la tête, un client rentre, moi je peux te dire qu'il n'y en a pas un qui va lui vendre une cacahuète, hein. Ah bah ça c'est sûr, ça m'est déjà arrivé, c'est vraiment en tant que client, donc Ben voilà, ben bien ça c'est sûr, clair. mais c'est évident, tu vois. Donc il y a besoin de cette euphorie. En plus de motiver, bah, ça attire les clients, ça, tu vois. Ça crée une émulation. Ouais. Donc voilà, cette euphorie motive. La créativité, c'est une chose qui vient de l'intérieur, qui est très motivante, tu vois. Si demain tu veux faire une animation, ben, demande à tes vendeurs de l'organiser. Ils vont, Donc les clés un, dans le se process. sentir reconnus, deux, sentir. Là, tu crées de la motivation. Tu comprends ce que je veux te dire? La confiance, la délégation, le fait de montrer que tu fais confiance, que tu délègues totalement, etc., etc. Ça, c'est des choses qui motivent, tu vois? Parce que ça travaille sur tout ce qui vient de l'intérieur. Mon ego, mon développement personnel, mon bien-être, etc., etc., etc. Et c'est là-dessus qu'il faut bosser pour motiver les gens. Il faut organiser une cohésion, il faut créer une cohésion, un effet de groupe. Ça, c'est des choses qui viennent de l'intérieur et qui motivent. On fait des bouffes ensemble avec les vendeurs, on se rejoint en resto, on fait des trucs ensemble, etc., etc. Tu vois? Il faut des perspectives d'évolution claires. Toi, tu veux être ça. Alors, si tu veux pas être ça, si tu veux faire ça toute ta vie, bah, très bien, on va faire ça. Mais si par contre tu veux évoluer, on va t'aider à évoluer. On va voir ce qu'il faut pour y arriver, ce qui te manque, ce que tu dois faire. Des objectifs clairs. Clairement, je détaille ce que j'attends de toi, comme ça tu le sais, quand c'est fait, tu es content. Ou tu sais où t'en es si t'es pas loin. C'est pas, ouais, je veux bien te faire monter, mais tu manques encore un peu de compétences. Ok, il a dit quoi, ton patron, chéri? Bah, que je manquais un peu de compétences. Ok, lesquelles? Bah, on ne sait pas. Ouais, Personne ne sait. trop flou. Tu vois? Et surtout, Ben oui, on pourrait le former. Nous, par exemple, ce qu'on fait, c'est que je forme les gens. C'est-à-dire quand ils ont un déficit de compétences, et je les forme sur des compétences connexes aussi, enfin annexes ou connexes, je sais plus le mot qu'on utilise. bien C'est-à-dire que sûr. le mec fait de la prospection, viens, je vais te former en vente. Viens, je vais te former un peu sur les Voilà. bases du marketing. Mais l'évolution, la reconnaissance, la confiance. Tu vois? Moi, tous les gens, pour te rejoindre, Kevin, te dire à quel point on est connecté, tous les call callers que je recrute, je les emmène avec moi pour tous ceux qui veulent devenir closer un jour. Je les emmène avec moi sur tous les rendez-vous qu'ils prennent. Le mec, il est call caller. Je lui ai fait la formation de call caller. Je lui ai donné les outils pour appeler. Je lui ai montré les astuces. Je l'ai accompagné. Par contre, je sais qu'il va être closer. Donc, son premier rendez-vous, je lui dis, bah tiens, si tu veux, si tu es dispo, c'est du bonus, c'est pour toi. Mais viens avec moi sur le rendez-vous de closing, comme ça, tu commences à prendre tes marques. Bah, le mec, il se sent super content, super reconnu. Puis l'objectif est clair. On sait où on va. On commence déjà à mettre un pied dedans. Tu vois? Et alors, le recrutement, mais génial! Attends, c'était le deuxième jour, j'ai pris un rendez-vous. Il m'a déjà emmené avec moi sur un rendez-vous de vente. Il veut me faire monter vendeur vite. Moi, c'est ce que je voulais depuis le début. Tu vois un peu voilà, le mécanisme qui se crée. Et donc là, tu motives. Avec des choses comme ça, tu motives au quotidien. Et donc ça, bah, ça doit être fait en permanence. Parce que la motivation, c'est un état, hein, c'est pas une qualité, hein. Quand je vois encore certaines petites annonces, recherche vendeur motivé, ça n'existe pas. C'est comme si tu recherchais un vendeur heureux ou triste ou qui a envie de faire pipi. C'est un état, ça dure pas. C'est un état qui se crée. Donc ça n'existe pas des gens motivés, ça n'existe pas. C'est tu le motives là et puis ça va avoir une fin cette motivation. Donc il faut remotiver en permanence. Remotiver, remotiver en permanence à travers tous les leviers que je viens de donner. Ça peut être du challenge, ça peut être de l'évolution, ça peut être de la félicitation, ça peut être de la mise en avant, ça peut être. Mais regarde ce que font tous les grands managers quand tu les appelles sur scène. Prends n'importe quelle boîte, Kevin. N'importe quelle boîte. Tu sais, les conférences de fin d'année où il y a tous les vendeurs, ils sont 1 million. Mais qu'est-ce que font les meilleurs managers? À chaque fois, c'est le même discours.
Bah, moi, je voudrais d'abord remercier mon équipe, parce que sans eux, ça aurait pas été possible. C'est grâce à eux. D'ailleurs, s'ils sont là, je vais les faire venir sur scène. Mais parce que pourquoi ils sont bons? Parce qu'ils les motivent tous les jours, les mecs. Et comment ils les motivent? Bah, avec ce genre de choses. Il leur met la lumière dessus, parce que c'est eux qui ont besoin d'être motivés, c'est eux qui font le boulot, c'est eux qui font le chiffre, c'est eux qui font le job. L'autre, bah, quand il se sent reconnu comme ça, ah bah, il fait plus que le job, hein. Mmh. Non, mais c'est Voilà. clair, ça, il fait un extra mile, et puis, tu vois, un truc, même sur les compétences qui est super important, nous, qu'on fait, c'est qu'on on les forme, donc, que je disais sur des sujets supplémentaires, mais moi, quand j'achète une formation, je leur donne accès. C'est-à-dire que je prends une formation sur la communication, le leadership, sur les traumas familiaux, sur des choses en fait qui je sais qui ont un impact sur la vie personnelle et qui du coup ont un impact aussi sur la vie professionnelle. Et je leur donne accès. Tiens, j'ai lu ce livre, je l'ai acheté, voilà le PDF. Vous n'avez pas besoin de l'acheter. Et tu vois, j'ai eu le cas d'un mec de mon équipe qui a des problèmes de famille. Il a un manque de communication. Paf, tiens, écoute, j'ai acheté une formation à la communication à 2000 balles, je te l'offre, consomme-la. Et il est revenu me voir la semaine d'après, ouais, ça m'a vachement aidé, etc. Et donc, du coup, ils se sont valorisés. Donc, il n'y a pas que des compensations financières, il peut y avoir des compensations en compétences C'est sur tous les sujets. très très Et bon, c'est, Kevin. et ça pousse. Et c'est pour ça que je vois la différence. Alors, c'est pas le seul facteur, parce que la personne dont j'ai parlé, qui a eu un 60 personnes en turnover, il n'était pas avare de conseils, de formation, etc. Le problème, c'était son attitude. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il risque de se Non, reconnaître, mais mais ouais, il il avait démotivait. une très mauvaise Il attitude, quoi. démotivait au quotidien. Donc, il avait Ah beau oui, oui, motiver, ça fonctionnait pas. Il avait les deux pieds sur le frein, puis il essayait d'accélérer de temps en temps. c'est Et, ça. et- et Donc, c'est ça qu'ils comprennent pas souvent. Et des fois, tu dis aux gens, et c'est un très bon exemple que tu viens de citer, des fois, tu dis aux gens, oui, ben, vous comprenez, pour motiver, vous faire ça. Oui, mais ça, je le fais. Oui, mais tu as le pied sur le frein. Donc, tu peux accélérer autant que tu veux, la voiture, elle n'avancera pas. Faut passer la 1, faut accélérer, bah ça marche pas. Faut essayer de démarrer en 2, bah ça marche pas. Bah ça marchera pas. Enlève le pied du frein. C'est la seule ouais. solution. Ouais, t'essaies d'allumer un Euh, feu sous l'eau, quoi. Donc, sors déjà de c'est l'eau et ensuite exactement allume ton feu, ça, quoi. exactement, Kevin, c'est ça. Et ce que tu viens de dire, c'est très vrai et à tout sens, hein. Moi, si tu savais combien de fois j'ai filé des formations à mes vendeurs et la reconnaissance qu'ils avaient, les mecs. Quand j'avais mon entreprise de marketing digital, je te parlais avec mon pote tout à l'heure, là. On avait quelqu'un qui s'occupait de toute la partie ads. Il galérait un moment avec Google Ads. On lui a acheté une putain de formation des tueurs sur Google Ads à 1500 balles. On lui a donné. Le mec, il était, mais oh, pendant une semaine, il dormait plus la nuit. Il a bouffé la formation dans le week-end et il bossait, mais toute la nuit. Il nous envoyait des captures. Merci, c'est grâce à vous. J'ai appris trop de trucs. Oh, je suis trop heureux, mais personne n'a jamais fait ça pour moi parce qu'en plus, c'est un indépendant. Tu vois? Et après, on disait, mais on peut pas motiver les indépendants. Alors, je te jure que lui, il était Ah motivé, hein. bah, bien sûr que si. Un truc tout Ah ouais, bête, ouais. nous, Guillaume, j'ai acheté un programme à 15 000 euros aux États-Unis, un gros programme. Et je sais que Guillaume avait besoin de certaines compétences. Et je lui dis, je t'offre l'accès, forme-toi sur ce sujet-là. Et en fait, ça l'a aidé à vendre ses services en indépendant aussi à côté, parce qu'il fait des missions aussi de freelance. Ben voilà, c'est Il ça. a vendu ses services aussi à côté. Ben Et bien en fait, sûr, bien la sûr. reconnaissance qu'il y a derrière et la fidélité fait que les gens, moi, quand les gens me disent, ah, je me suis fait trahir par cette personne qui me l'a fait à l'envers, oui, c'est possible. Oui, des fois, on voit pas certains red flags, etc. Mais en fait, moi, je pars du principe que tu attires les personnes négatives, c'est qu'il y a quelque chose chez toi à travailler. Et personnellement, j'ai très peu attiré chez les gens sur les deux boîtes que j'ai bossé. J'ai très peu eu de problèmes avec des gens vraiment qui m'ont fait un coup dans le dos. Ça a été vraiment très, 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 très Et rare. puis Des tu gros coups, je sais, parle je veux dire, vraiment. des gens mauvais de fond, à part dans les Disney, moi je suis convaincu qu'il n'y en a pas, Kevin. Il n'y a pas de gens mauvais de fond, ou très peu, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, quand tu entends ce genre de discours, c'est la version du patron. Mais t'as Oui, pas je la vois ce que tu veux version dire. d'avant que lui n'a pas vue, c'est-à-dire, ouais, mais j'ai fait ça, j'ai pas pensé que, j'ai fait ça, j'ai pas pensé que, j'ai fait ça, j'ai pas pensé que. Et puis après, ouais, le mec, il a changé. Bah oui, mais tu comprends ce que je veux te dire? Tout à Donc, fait. un jour, tu arrives énervé. Alors, c'est pas de sa faute, c'est de la faute du client, des URSSAF, de l'impôt, des impôts. Tu lui as pas dit bonjour. Paf, moins 2 points. Mais t'as pas fait gaffe, toi. T'es dans ton mood. Tu vois? Deuxième jour, t'as pas fait attention, mais il t'a dit qu'il avait fait une super vente, il était content, un gros contrat. Puis toi, ce jour-là, tu étais encore speed, énervé un peu de la veille, tu avais tes problèmes à gérer, puis tu lui as dit, ouais, en même temps, c'est ton boulot. Pan, moins 2 points.
Puis après, tu es là, ouais, le mec, il a changé, il est aigri, il veut plus bosser. Mais forcément, c'est toi qui as provoqué ça. Et après, tu dis, ouais, je tombe que sur des mauvais profils. Non, tu tombes sur des bons profils à la base, mais tes réactions, mais tout le monde le fait, hein, même dans les grosses boîtes. Hein. C'est pas Bien sûr, mais moi je l'ai déjà aux fait questions aussi, qu'on hein, c'est parle. Hein. sûr, hein. Bien sûr, hein. Moi, je le vois tous les jours dans des boîtes de multimilliardaires. Hein. Et t'as pas compris que tu l'as complètement démotivé. Moi, je te jure, Kevin, que il y a des gens dans les boîtes que j'interdisais de parler à qui j'interdisais de parler à mes vendeurs. Tellement ce que je viens de te dire, c'est vrai et impactant. Encore une fois, dans ma cuisine, il y avait un magasin, j'étais rattaché à une autre région, et puis j'ai été les aider. Le directeur régional, il était tellement mauvais et aigri que j'avais dit au vendeur du magasin en question, vous ne décrochez pas le téléphone s'il appelle. Si je suis là, je décroche, sinon vous laissez sonner. Je m'occuperai de lui. Vous ne décrochez pas le téléphone. Parce que le mec, il avait un don en 3 secondes pour te flinguer le moral. Pour te flinguer le moral. Il appelait à 10h, tu étais en clientèle, pas en clientèle, il s'en foutait, tu pouvais voir le client en face de toi. Ouais, vous êtes le seul magasin encore à zéro aujourd'hui. Parce que le mec qui raccroche, il est comme ça, quoi. Il a ses clients en face, il sait plus quoi dire, il a la pression, tu vois. Et après, oh, bah, ils n'ont rien vendu, ils n'en vendent pas une. Mais c'est toi qui l'as pourri. Il allait faire une super matinée, c'est toi qui l'as pourri sur un coup de fil. Tu comprends ce que je veux te dire? Et Ouais, c'est on souvent repart le cas. sur cette attitude, en fait, ce qu'on disait dans Mais le bien premier sûr, podcast, c'est tout part de ton attitude, de ta manière d'être, et tu vas attirer ou repousser les bonnes ou les mauvaises choses, quoi. déjà, et puis tu vas aussi transformer des éventuelles mauvaises choses en bonnes choses. Moi, j'ai eu une vendeuse qui était exceptionnelle, qui avait sûrement un caractère, son caractère, mais qui a été exceptionnelle, qui n'a jamais bougé chez moi, qui s'est toujours bien senti, qui a fait des chiffres incroyables et badadi et badada. Et ben depuis que je travaille plus avec, la nana, elle fait une boîte d'assurance tous les 3 mois. Alors sûrement que la nana a un problème d'instabilité, de relations hiérarchiques. Je dis pas le contraire, mais moi je l'ai gardée parce que je provoque pas ça chez elle. Alors ouais, elle prend tout mal de travers, l'éducation, l'expérience. Ok, on va refaire son Mhm. éducation et son expérience. Non. Bah tu fais attention à tout. Tu fais attention il y a 11 points de démotivation. Tu fais attention aux 11 points de démotivation. Et puis tu vas voir que ça va bien se passer. Il n'y a pas de gens méchants dans le fond. Personne rentre dans un entretien d'embauche en se disant tiens, mon rêve, c'est de cacher son truc dans 3 mois. Ça n'existe pas, ça. Tu vois? Et après, les mecs, ils vont voir, ouais, je suis tombé sur un mauvais, ils veulent pas bosser, encore un. Mais non, tu l'as flingué. Tu vois? Tu l'as roulé dessus 12 fois, le mec. Donc forcément, bah, à un moment, il est pas sympa, il sourit plus, il fait la guerre, et c'est évident. Et sur ces personnes-là, disons qu'on arrive à créer les bonnes conditions pour les motiver, à éliminer les facteurs qui font que la personne pourrait être démotivée. La personne est onboardée, elle est formée sur le produit, etc. Euh, Comment est-ce que toi tu définis tes objectifs? Comment tu passes la transition également sur la liste des leads, sur comment tu l'amènes en rendez-vous client, tout ça, comment tu fais la passation dans le concret? Ok. Alors, je vais essayer de répondre à plein. Il y avait trois, voire 3 questions en une. Donc, pour Ouais, garder un c'est fil vrai. logique, je vais commencer par la dernière. Comment tu l'accompagnes après dans la mise en place, etc., etc. C'est ça, exactement. C'est très simple. Moi, je pars du principe qu'il faut apporter la connaissance et qu'ensuite, le rôle d'un manager, j'en parlais tout à l'heure, même pour un CIO qui n'est pas un vendeur, le rôle d'un manager, c'est de montrer. Donc, une fois que tu as dit, que tu as montré, que tu as apporté la connaissance, tu montres en vrai. Donc moi, je ne me vois pas lâcher un vendeur sur le terrain qui n'a pas été avec moi, avec mon meilleur vendeur, avec un chef d'équipe, avec voir en vrai sur le terrain. Parce que Kevin, on le sait tous, il y a un monde entre la théorie et la pratique. Ah bah alors ça, c'est sûr. Donc, entre ce que je pense, ce que je crois, ce que j'ai compris en formation et la réalité de terrain, il y a un monde. Donc, la première chose que je fais, je ne lâche pas un vendeur comme ça. Je l'accompagne et il écoute. Il ne va pas pour me montrer que c'est un vendeur, il écoute. On sait que c'est un vendeur, sinon on ne l'aurait pas recruté. Mais là, son premier job, c'est d'écouter. Une fois que j'ai fait ça à une certaine fréquence selon la société,
Donc, si j'ai pas beaucoup de produits, si c'est de la vente simple, bah, ça peut être 2-3 rendez-vous, ça suffit. C'est ce que je fais moi pour la formation commerciale de mes closers. Je les emmène avec moi 3-4 fois, voilà. Je leur montre 2-3 rendez-vous si c'est du cold calling, puis après, bah, ils y vont. Ou alors, si c'est des produits très complexes ou des gros trucs, bah, je peux les emmener avec moi une semaine sur le terrain pour qu'ils voient la réalité d'une semaine de terrain. Après, chacun adapte à son truc. Mais je les accompagne. Et puis ensuite, vient une deuxième étape assez importante quand même, qui n'est pas obligatoire parce qu'elle peut être faite dans un second temps. Mais moi, j'aime bien quand même la faire tout de suite. J'ai une petite phase, une deuxième petite phase, où on continue cet accompagnement, mais cette fois, c'est moi qui écoute. Et ça, c'est Ah, c'est du vraiment important. shadowing, ce qu'on appelle. C'est le terme C'est anglais. Oui, tout Ouais. à fait. Je te rejoins C'est à ce qu'on fait aussi, nous. 100%, Kevin, c'est ça. Mais c'est ce qu'on appelle de la vente à deux, mais sur de l'écoute. Donc, c'est vraiment, je l'accompagne, mais je l'écoute. J'écoute ce qu'il fait, j'écoute ce qu'il dit, j'écoute de la manière dont il vend. Et ça va me permettre, et attention, hein, en management, il n'y a pas de point négatif. Il n'y a que des points positifs que je dois me forcer à voir en premier quand j'accompagne quelqu'un, quelle que soit sa carrière dans l'entreprise, qui vienne de rentrer ou pas. Il n'y a que des points positifs et des points d'amélioration. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on devrait fonctionner dans l'éducation aussi. Ça ferait beaucoup de bien aux gamins. Plutôt que de leur compter des fautes, on devrait leur compter des points justes et des points d'amélioration. Et c'est pareil en vente. Donc, quand j'accompagne mon vendeur, c'est pas on sort du rendez-vous, alors ouais, mais ça, non, parce que non. Alors, puis ça, là, ah, puis alors, normalement, tu as dit ça. Non. C'est je me force, même si j'en vois pas, je trouve. Qu'est-ce que tu as fait de bien? Même si ça se limite, là, quand tu as dit bonjour, tu as souri. C'est pas grave. Mais qu'est-ce que tu as fait de bien? Et une fois que j'ai souligné tous les bons points, je parle des points d'amélioration. Des choses qu'on va améliorer. Il n'y a pas de négatif. Il y a du bien et des choses à améliorer. Ça va être la base aussi, hein, pour motiver et pas démotiver, hein. Donc, que si le mec il rentre chez lui après le premier rendez-vous, son patron l'a écouté, et que le débrief, c'est il n'y a rien qui va, t'es une merde, ben, pas de chance, pas sûr que la remise en question l'aide à être motivé le lendemain matin, quoi, tu vois ce que je veux te dire. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important. Donc je l'accompagne, j'écoute, j'essaye d'apporter quelques points d'amélioration. Et ça peut aussi être fait dans un second temps, c'est-à-dire que tu peux le faire venir avec toi, le faire écouter, voir, ensuite le lâcher un peu sur le terrain et retourner voir quelques temps après. En fait, ça permettra ce laps de temps de lui laisser un peu d'aisance. C'est-à-dire, Mm. ouais, c'est ma première déballe, j'ai pas trop envie de la faire devant mon recruteur, devant mon patron, devant mon collègue. Tu vois, j'ai envie d'en faire deux, trois, j'ai envie de me louper en privé. Et puis une fois que je maîtrise le truc, après, tu viens me montrer ce que je vais améliorer. Donc ça, je le fais vraiment en fonction des vendeurs. Quand je l'ai recruté, je lui montre, je lui dis, écoute, vas-y, si tu veux, la prochaine, tu la fais. Comme ça, je vois. Si tu es chaude, si tu n'es pas chaude, je la fais, je te laisserai en faire quelques-unes, puis plus tard, je reviendrai avec toi. Ah bah non, non, moi je suis chaud, je la fais, comme ça, tu me dis tout de suite. Bah super. Ah ouais, bah ouais, je préférerais m'entraîner un peu tout seul et tout. Oui, bah, je comprends. Et puis voilà. Mais en tout cas, il y a une deuxième phase, tout de suite, ou un peu en décalé, de je viens écouter et je viens donner des points d'amélioration. Et une fois que c'est fait, il y a deux solutions. C'est où j'estime qu'il est prêt, qu'il est bon, que tout va bien. Et puis bah, c'est parti, bosse mon grand. Ou je m'aperçois qu'il y a encore de gros points d'amélioration et on repasse sur la phase antérieure, connaissance, et viens avec moi sur le terrain pour voir. Voilà comment, pour moi, on fait un accompagnement parfait. Et puis après, derrière, bah, tant que ça tourne, ça tourne. Le jour où il y a le moindre indicateur qui Qui montre une descend. éventuelle chute, tout de suite, je retourne en accompagnement dans un sens ou dans l'autre pour voir ce qui peut aller, ce qui peut ne pas aller. Et si j'ai des bons KPIs, ce qui est très important quand on fait du management un petit peu à l'échelle, c'est des bons KPIs, des bons tableaux de chiffres bien suivis, je sais en fonction de ce qui descend où mon vendeur prêche. C'est-à-dire que demain, je fais de la vente de site internet au téléphone. Bah, je dois avoir des stats sur le nombre de personnes qui prennent rendez-vous, le nombre de personnes qui, quand elles ont le rendez-vous, viennent, le nombre de personnes, une fois présentes au rendez-vous, qui vont aller jusqu'au bout de la déballe, le nombre de personnes qui ont une offre et donc qui signent après derrière. Une fois que j'ai tous ces stats-là, bah, je sais.
Si le mec prend un de rendez-vous, c'est sa prise de rendez-vous. Si le mec va pas jusqu'au bout de sa démo, c'est sa présentation qui va pas. Si le mec vend pas ou vend moins, c'est qu'il creuse moins, il est moins dans sa phase de découverte, etc., etc. Enfin voilà, je me repère en fonction des chiffres. Et après, ça dépend du métier. Si c'est en cuisine, par exemple, tu vas regarder le taux de passage et le taux de devis. Si ce taux-là, il baisse, ben, ça veut dire qu'il s'occupe moins bien des. Donc là, il y a une merde. Ou il y a un vendeur qui n'a pas la tête dans son assiette. Ou alors, ils sont passés de je souris à tout le monde qui rentre dans le magasin à je suis sur mon portable et je fais plus attention. Tu vois, tu sais où localiser le problème. D'où l'important d'un très bon KPIs. Dès que tu as de la vente, d'ailleurs, en général. Mais bon, au moins à partir de 2, 3 vendeurs, ça devient indispensable. Donc voilà. Puis après, en fonction de là où il y a des baisses, eh ben, tu vas aller raider, réaccompagner. Et ça, c'est pour la partie très théorique, connaissance, mise en application, plan de vente, etc., etc. Donc voilà comment tu accompagnes. Et comment tu accompagnes sur la partie motivation, du recrutement jusqu'à la fin, ben, en faisant ce qu'on disait tout à l'heure au quotidien. De la félicitation, de la reconnaissance, un objectif clair, une vision d'entreprise commune, une bonne entente dans le magasin, des challenges. Et ça, crois-moi, hein, crois-moi. Moi, j'ai vu des pères de famille, des mères de famille qui bossaient avec moi parce qu'il y avait ça au quotidien, donc être surmotivé. Quand je leur disais, bah tiens, je sors d'accompagnement et que Sylvain Besançon, là, je reviens, je suis là dans 2 heures. Demain matin, il faut que j'aille à 8 heures chez le papier chez le client parce que c'est hyper urgent. La pause va commencer. Puis là, je ne pourrais pas y être ce soir, sinon ça peut arriver à minuit là-bas. Ben, les vendeurs, les vendeuses, père, mère de famille qui avait aussi une journée de 8 ou 10 heures dans les pattes, il était 21 heures ou 22 heures. Il me disait, bah tiens, si tu veux, j'y vais vite fait, comme ça tu ne te lèves pas demain matin. Tu vois le niveau Ils te de. renvoient, en fait, quand tu as donné et que tu as créé les bons sentiments chez eux, ils te le renvoient Ils sont ensuite. motivés, donc ils sont prêts à crever pour toi et pour leur job et pour leur réussite. Ils sont Ah, c'est clair. motivés. Tu vois? C'est comme un coach qui a mis un bon coup avant un match de foot et qui a tout donné et qui a montré qu'il avait sacrifié la moitié de sa vie pour coacher l'équipe. Et puis que bah, quand tu rentres sur le terrain, tu te dis là, il faut lui rendre. Là, à un moment, si j'ai pas d'honneur pour moi, je vais en avoir pour lui. Tu vois ce. Tu comprends? 100%. Ah, ça, Tu mais vois? moi, c'est ultra clair pour moi, hein. C'est plus pour la personne qui C'est va ça. regarder. Il faut que vous compreniez que, en fait, vous, par Oui, rapport je à te ce que parle à toi, vous. Kevin, parce que Ouais, bah mais, oui. mais on Mais le s'adresse niveau bien sûr d'investissement que vous à notre avez. public. C'est un peu ma façon de parler, mais tu as raison, bien sûr. Oui, oui, bah oui, de toute façon, mais le niveau d'investissement que vous avez avec vos sales, avec l'intention que vous avez derrière et les conditions, les environnements que vous créez, ils vous le rendront si c'est positif. Ils vous le rendront. Moi, j'ai le cas, par exemple, là, bah tiens, typiquement l'exemple de ce week-end. Là, on a un beau rush pour ce week-end. Moi, je prends 2 jours de pause parce que j'ai vraiment charbonné à fond. Et là, mon assistant m'a dit, ouais, t'inquiète, ces tâches-là, je m'en occupe, ça sera fait rapidement, etc. Et je sais que, tu vois, j'ai fixé l'objectif de terminer avant ce week-end. Je sais que ça sera fait. Je sais que ça sera fait. Parce qu'en fait, on a cette culture, on a ces valeurs, et Pour je me toutes les donne. raisons qu'on évoque depuis le début du podcast. C'est ça. On crée le bon Vous s'entendez environnement en bien, retour. vous vous motivez l'un l'autre, C'est vous ça. avez un objectif commun. C'est On ça. est dans tout ce qui motive et tout ce qui démotive, vu qu'en plus vous êtes associé, est absent. Tout ce qui peut démotiver. C'est-à-dire que bah, vous savez que les uns les autres, vous ne vous privez pas des moyens. Enfin, tu vois. Donc tout ça bah, fait que ça peut que marcher et que tu peux avoir que la résultante que tu es en train de me donner. Et voilà. Et on se rejoint totalement, Kevin. Je suis totalement d'accord avec toi. Ça Ah, apporte. c'est beaucoup trop important. Et là, j'aimerais qu'on aille sur une partie. Alors, je vois que l'heure avance. Au pire, on pourra se replanifier encore de nouveau un podcast. Mais il y a un truc qui est très important. C'est tu identifies qu'une personne, voilà, progresse pas au niveau des KPI. Tu sens que, voilà, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. À quel moment tu décides d'arrêter la collaboration avec la personne? Parce que souvent, les gens attendent. Ils ont peur de se confronter à cette décision qui est de virer quelqu'un. Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je sais que c'est dur, mais d'y aller, de le dire. À quel moment tu te dis, OK, là, c'est bon, c'est plus possible, on y va, et comment tu t'y prends? Ok. Alors, c'est compliqué mais je vais essayer de l'aborder un peu en logique avec ce qu'on vient de dire. On est d'accord que si tu as compris tout ce qu'on vient de se dire, et cette fois je m'adresse à l'auditeur qui nous écoute, depuis le début du podcast, on est aussi d'accord que tu as fait la conclusion suivante.
le cas qu'on vient de citer arrive à partir du moment où tu as fait un mauvais recrutement et une mauvaise intégration. C'est exactement ce On se rejoint, que. Kevin. Ça, c'est 100%. C'est-à-dire que tu t'es rendu Ok. compte que soit tu as recruté la mauvaise personne, soit tu as créé les mauvaises conditions, donc la personne ne performe pas, elle est mal Et managée. démotivé, ça se passe plus bien, etc., etc. Voilà. Donc à partir de là, à partir de quand? À la seconde où tu t'en rends compte. À la seconde où tu t'en rends compte. Et tu vois, c'est bien que tu le dises, parce que je sais qu'il y a des gens qui regardaient ce podcast que j'ai accompagnés, que je leur ai dit de virer certaines personnes, Ils l'ont pas fait tout de suite. Ouais, mais et, tu mais ils l'ont comprends, pas s'ils vendent fait plus du 2 ans tout, j'aurais plus de après. chiffres. Mais 2 ans après, ils l'ont toujours pas dégagé. Eh oui, je leur en veux pas et je me moque pas. Je sais à quel point c'est compliqué, c'est dur, Ouais, je moi le aussi. vois, moi. Mais non, je vous assure, si vous voulez vous rendre service, directement, tout de suite, à la seconde où vous vous rendez compte que ça va plus le faire, tout de suite, dehors. Il n'y a pas de j'attends un chiffre, j'attends qu'il fasse plus de chiffre du tout, j'attends qu'il n'ait pas fait l'objectif 3 mois de suite. Dehors. Direct. Et faites tout, faites tout pour que ça fonctionne. Donnez-lui votre slip si ça l'aide à partir. Vraiment, hein. Moi, dans toutes les boîtes dans lesquelles je suis passé, alors vous allez me dire, ouais, c'est facile, c'était la trésor de la boîte. Je vous répondrai, c'est qu'on recrutait. Donc, ma foi, c'est pas ma connerie. Il faut bien que quelqu'un les suit. Mais moi, dans toutes les boîtes où j'ai recruté, où j'ai viré, je disais à mon DR avant, ou je disais à la personne, la RH, la personne qui s'occupait de m'aider à les virer, parce que c'est que dans les grosses boîtes avec grosses structures, c'est pas comme un indépendant, c'est pas juste on règle le contrat puis on n'en parle plus, donc il y a des trucs à mettre en place. Mais moi, je leur disais, s'il te plaît, tu lui fais un truc, rupture conventionnelle si on peut. Si on n'a pas les moyens, mets-lui un beau truc d'émission, je sais pas quoi, qui touche ton chômage. On lui met un préavis payé non effectué. Demain matin, je veux qu'il soit chez lui, je veux plus le voir. Préavis payé non effectué, je m'en fous. Oh ben je le paye autant qu'il soit là. Mais non, il va démotiver les autres. Ça sert à quoi? Il va nous pourrir l'entreprise, l'ambiance, foutez-le dehors direct. Et je te mets Hmm. bien rupture conventionnelle, préavis payé non effectué. Merci dehors demain matin. On fait l'entretien, on est d'accord, on se serre la main demain matin, je te vois plus. Parce que chaque seconde où il est là, il gangrène. Donc aujourd'hui, c'est comme se dire, j'ai le pied gangréné, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend de voir si ça monte au genou? Ou est-ce que, bah non, coupe tout de suite, hein. Le médecin, il va pas perdre une seconde, hein. Pas une seconde. Bah là, c'est pareil. Un employé qu'on sait que ça va mal faire et qu'on veut faire partir, c'est une gangrène. Donc au début, c'est juste un doigt de pied et c'est facile à remplacer un doigt de pied. Quand c'est le pied, ça commence à être plus chiant. Quand on ampute au genou ou à la jambe, c'est un vrai handicap pour toute l'entreprise pendant très longtemps. Donc on gangrène direct. Et on lui met les meilleures conditions possibles, même si ça coûte un peu de pognon pour qu'il parte. Et ça, je vais te dire que si tu veux un moyen de gagner de l'argent, dépense-en sur les gens qui devraient être partis depuis longtemps. Ouais. Parce qu'elle gardait 2 ans, t'imagines, il l'aurait foutu dehors. Il aurait peut-être été 3 mois sans chiffre, mais il aurait peut-être trouvé la bonne personne. Et on parle de lui, mais c'est pareil dans les boîtes que je vois au quotidien, hein. Et il aurait depuis largement rattrapé le trou qu'il aurait créé, tu vois, en faisant ça. C'est totalement ça. C'est totalement ce que je disais à une cliente qui voulait pas virer un commercial et qui a un taux de transformation très faible, qui progresse pas, et c'est elle le problème à la base. C'est elle qui a fait le mauvais recrutement. Oui, Enfin, bien c'est sûr, comme on l'a mauvais dit, standard. bien sûr, bien Voilà, sûr. la source du problème est là, mais la conséquence, c'est que du coup, cette personne n'est plus motivée, etc. 2 ans après, elle est toujours là. Les chiffres sont toujours les mêmes. La boîte est en décroissance très forte. L'effondrement du Ouais, chiffre, il y a un elle gros fait effondrement du chiffre qu'empirer le d'affaires. problème. C'est Elle ça, fait qu'empirer le problème. ça fait qu'empirer. Alors, c'est une conséquence de son problème, elle, de la cause, c'est l'entrepreneur, hein, c'était clairement ça. Bien Mais sûr, on cut tout de suite et on va chercher de meilleurs profils, on améliore le processus de recrutement. ouais, Et on on travaille est sur totalement d'accord. l'entrepreneur, sur son niveau de leadership. Mais ok, bah, je voulais qu'on termine sur un point. Si on devait faire un petit résumé, c'est quoi en fait la mission du manager? Parce que je crois que tu voulais aborder ce sujet et Au faut vraiment quotidien. qu'on clarifie quoi.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait tout ce que tu as dit, donc qu'on l'a rentré, qu'on l'a accompagné, qu'on l'a formé, etc., parce que quand on entend comme ça, on aurait l'impression qu'une fois qu'on a formé les mecs, ils deviennent autonomes, et non. Donc après, il y a vraiment une mission d'accompagnement au niveau du management. On pourrait rentrer dans plein de détails, mais je veux déjà donner la mission vraiment principale, le truc qui fait que ça va fonctionner, que le vendeur va monter en compétence et qui va rester motivé. Et pour ça, il y a quelques grands axes de travail, mais très simples à comprendre. Le premier, le boulot d'un manager, c'est d'enlever les épines dans le pied. Le vrai boulot d'un manager, c'est de faire en sorte que comme en sport, que ces poulains, ils n'aient pas d'obstacles. C'est d'enlever tous les obstacles. C'est-à-dire que si demain, il y a des soucis de tarification dans l'entreprise, il y a des soucis de désaccord de vision plus haut dans l'entreprise, demain, il y a une objection qui revient en permanence, demain, il y a un nouveau concurrent qui fait beaucoup parler de lui. Le boulot du manager au quotidien, c'est d'enlever à ses vendeurs tout ce qui peut les gêner. Tu veux que ton vendeur il fasse une course de fond, enlève-lui les épines qu'il y a sur le chemin. Sinon, il va s'arrêter toutes les 5 minutes. C'est tout simplement ça. Et ça, c'est la première mission, la mission primordiale du manager, c'est vraiment d'enlever ce qui bloque. La deuxième chose, c'est de donner envie au quotidien. Et ça, on l'a abordé tout à l'heure, ça se fait par la motivation. Il faut motiver au quotidien, il faut donner envie au quotidien. Je félicite, j'encourage, je fais évoluer, je reconnais, etc., 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 etc. Je mets des challenges. Je dois donner envie au quotidien. Une fois que j'ai enlevé les épines dans le pied et que je donne envie au quotidien, bah, j'ai un vrai coureur de fond. Et après, la dernière chose qui est importante, c'est de s'assurer qu'il ait les outils pour faire ce qu'on lui demande. S'il a les outils pour faire ce qu'on lui demande, que je vais enlever les épines dans le pied et que je lui donne envie de faire ce qu'il peut faire, et que en plus derrière je fixe un objectif cohérent, puisque c'est sa dernière mission et le quatrième point important, et ben tout roule. Et c'est vraiment ça qu'il faut assimiler. J'enlève les épines, je donne envie, je donne les outils, et derrière, je donne le bon objectif. Et si j'ai fait ça, ben, je vais avoir un vendeur qui réussit forcément. Voilà, Kevin, pour clôturer ce podcast. Tout à fait. Je donnerai un cas concret. Vous prenez les téléprospecteurs, sauf qu'ils arrivent à la fin de la liste de leads. Les leads ne sont pas très qualifiés ou alors ils n'ont plus de leads. Le logiciel qu'ils utilisent pour appeler en call calling ne fonctionne plus. Votre rôle, c'est d'intercepter ces problèmes, de les corriger le plus rapidement possible pour que eux se concentrent sur l'exécution et vous sur supprimer les obstacles. Donc c'est vraiment essentiel. Oui, je pense qu'on a fait un bon tour. Je te remercie de ta disponibilité encore. Si vous avez des Je t'en prie, questions, c'est je un vrai mettrai les plaisir. liens de Romuald juste en dessous. De toute façon, ils seront en dessous de chaque vidéo. Vous pouvez le contacter directement. Si vous avez des questions également, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram. Je préfère le lien avec Romuald avec grand plaisir. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée. Salut Romuald et merci. Belle soirée, bonne vente à tous. Salut Kevin.